62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Depuis 1912, la LPO, ou Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité, agit pour l'oiseau, mais aussi la faune sauvage, la nature et l'homme. Son but principal, lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation. Ces actions sont multiples, des inventaires aux sauvegardes, en passant par des actions concrètes et la participation à des programmes de sciences participatives. Elle incite également tout à chacun à participer à la création de refuges LPO. En créant un refuge LPO, le particulier est volontaire pour accueillir, protéger et favoriser la nature chez soi. Aurélie Delaval, directrice adjointe de la LPO Hauts-de-France, nous invite dans son jardin pour nous expliquer dans le détail comment jardiner avec la nature et créer un refuge LPO. Aurélie, merci de nous accueillir chez vous, dans votre jardin principalement. Jardin qui est un refuge LPO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un refuge LPO et nous parler plus largement aussi de la LPO en fait? Alors la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est une association qui a pour objectif d'aider ou de favoriser des actions pour préserver la biodiversité. C'est une association qui a été créée en 1912 et l'idée c'est que chacun peut agir chez soi, qu'on soit un particulier, un établissement, une entreprise, et c'est comme ça qu'ont été créés les refuges LPO. Vous pouvez faire en fait de votre jardin, de votre espace, un accueil pour la biodiversité en y menant des actions qui sont simples et puis on pourra en parler concrètement. Alors justement, vous habitez à Clermarais, donc là on est ici à Clermarais, c'est ça? Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment on fait de son jardin un espace de préservation de la biodiversité? Est-ce qu'on peut du coup aller visiter? Dites-nous par quoi on commence en fait pour en faire un refuge LPO. Oui, alors il y a plein de choses qui sont simples déjà à faire chez soi. Tout simplement déjà laisser pousser de temps en temps la pelouse. On n'est pas obligé de tondre à ras tout le temps. On peut laisser le sol vivant. On peut essayer de limiter aussi son emprise sur le sol en laissant des espaces verts. On peut aménager en plaçant des gîtes, des nichoirs, des endroits où les chauves-souris pourront se poser. On peut y placer des hôtels à insectes, mais tout ça n'a de sens que si on les met bout à bout, en fin de compte. Mais ce sont plein de petites actions qui finalement auront leur impact. Et puis progressivement, on va pouvoir augmenter un petit peu le palier, en pourquoi pas créant une mare, planter des espèces locales au niveau de vos haies, laisser des espaces où la biodiversité pourra circuler facilement. Justement, faites-nous visiter. Alors là, on voit que vous avez du coup installé un espace où la pelouse est un peu plus tondue, justement, en premier plan en fait. Justement, expliquez-nous comment vous avez aménagé pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien. Oui, alors l'idée c'est de pouvoir cohabiter, donc on a des espaces dans lesquels on va facilement aller, on va accueillir la famille, les enfants, donc on a un espace qui est un petit peu plus ras, avec quand même des carrés dans lesquels les espèces de renoncules, de trèves vont pouvoir se développer. On a ensuite un autre espace sur lequel on a la mare, qui est entourée de prairies fleuries, un banc pour pouvoir justement se poser, observer. Donc, alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette mare? Parce qu'on entend que ça vit justement. Alors, on a entendu sauter, il y a quelques grenouilles qui ont sauté, donc ce sont des grenouilles vertes. On y retrouve aussi des insectes, comme des gérisses, des notonectes, on voit nager à la surface. On a des plantes qui se sont aussi développées. Donc l'idée aussi c'est de laisser la biodiversité s'installer soi-même. Rien n'a été ajouté, on a créé une base, on a créé une mare avec des pentes douces, des paliers, et ensuite en fait, les oiseaux viennent, piétinent, ramènent des graines, et c'est comme ça que la mare va d'elle-même se créer, s'enrichir. Donc les grenouilles ou tritons qu'on peut observer sont arrivés d'eux-mêmes en fait. Oui, totalement. Okay. Oui, on voit, elles sortent leur tête à travers justement les lentilles, parce qu'il y a aussi des espèces qui se développent végétales. On a eu cette semaine, et on l'a de temps en temps en train de se réchauffer au soleil, la couleuvre helvétique, qu'on appelait anciennement la couleuvre à collier, qui est une espèce de serpent totalement inoffensif. Les gens ont souvent peur des serpents, mais là il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Et au contraire, l'espèce va pouvoir me rendre service parce qu'elle va pouvoir consommer des petits mammifères, voire même de toute manière réguler ce qui va se passer au niveau de la mare. Quel est l'intérêt principal d'une mare du coup dans un jardin? Alors moi l'idée c'était de pouvoir accueillir des espèces qui en ont besoin, les amphibiens, les libellules. Ça me crée pour moi aussi un esprit détente, un endroit où on va pouvoir tout simplement profiter, se poser et observer. Et puis ça crée des points d'eau, mine de rien, parce que ici vous avez un point d'eau
dans lequel les oiseaux vont pouvoir venir soit s'hydrater ou soit se nettoyer le plumage. Ouais. Donc ils vont pouvoir se poser sur les briques aux alentours, sur les branches. Et donc on a créé des systèmes anti-noyade pour que ce ne soit pas un piège pour les animaux, mais au contraire un point qui leur sera favorable. Du coup, là, on arrive sur un espace plus du coup potager. Tout à fait. Alors vous nous disiez initialement que c'était un espace où la terre était entre guillemets au sol et là vous avez créé vraiment des compartiments, des carrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est ça, l'idée des compartiments, c'est aussi de se dire que moi je vais cultiver sur certains espaces et sur d'autres espaces je vais laisser les pousser. Ça va me créer des chemins dans lesquels je vais pouvoir circuler librement sans avoir peur de piétiner ou d'être pleine de terre. Mais aussi ça permet de contenir les choses. On a un système de paillage également. Ouais. Ce qui va favoriser en fait la retenue d'eau dans les périodes où il va faire très chaud. Donc là, je l'ai préparé pour cet été. Je sais que le paillage va retenir l'humidité et va permettre aux espèces de se développer plus facilement sans forcément tout le temps avoir à venir arroser sans cesse. Alors vous ne retournez pas la terre au motoculteur, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je retourne en effet pas la terre au motoculteur. J'ai pris le choix en fait d'aérer avec une grelinette. L'idée c'est qu'en fait un jardin ça se met en place tout doucement, ça vit, on a tout le sol qui va vivre avec les insectes qui sont présents à l'intérieur. Et l'idée en fait c'est de laisser ce qui a été créé et de juste aérer, de travailler en surface sans détruire tout le travail qui a été fait au préalable par la nature. Et ça ne vous empêche pas d'avoir du coup des cultures ou des choses qui poussent? Ça n'empêche pas voilà, d'avoir des pommes de terre, des courgettes. C'est ce qu'on voit. Après du coup au fond, vous avez laissé un espace plus... On pourrait dire quoi, boisé? Boisé, sauvage. Sauvage, c'est ça. On laisse pousser. L'idée c'est, en fait, c'est un peu, on est dans la nature. On a un titre à LPO qui s'appelle Chez moi, la nature est chez elle, en fin de compte. Donc là, on laisse pousser, que ce soit des zones à orties pour que les chenilles, les larves puissent s'y développer, des espèces de fleurs comme ici l'épilobe qui va pouvoir se développer. Et puis on y retrouve du coup dans ce milieu qui est un peu plus boisé des espèces comme cette orchidée sauvage qui est une épipactis, Oui. Epipactis eleborine. Du coup je tiens vraiment à préserver, je fais attention de bien laisser la monter en graines et de ne pas la faucher, de ne pas l'enlever. Comment on peut savoir et comment on peut reconnaître ce type de végétaux en fait comment on le reconnaît? Parce que vous avez cette connaissance-là par votre parcours. C'est un peu semblable aux orchidées que vous trouvez en magasin. Les gens en connaissent beaucoup les orchidées parce qu'on les trouve en magasin, mais on trouve des nervures qui sont assez particulières. Vous avez les nervures qui sont parallèles, donc déjà ça c'est une particularité, et puis souvent elles sont caractéristiques avec des fleurs, alors là elles sont encore en bouton, elles ne sont pas encore ouvertes, mais l'anatomie est vraiment très distincte des fleurs qu'on a tendance à voir en général. On retrouve cette anatomie qu'on retrouve chez les orchidées, chez les fleuristes par exemple. Comment en tant que particulier on fait pour ne pas supprimer une fleur ou de la végétation qui pourrait être utile en fait? Et là vous allez me dire que tout est utile dans la nature. Exactement. Oui, regardez par exemple ici on a le gaillet gratteron. Vous voyez cette plante alors qui est là. Alors, si vous deviez la décrire, celle qui colle. Voilà, c'est exactement ça. Je voulais vous la faire toucher justement, on connaît celle bien qui ça. colle. Ouais. Et tout à l'heure on parlait justement de paillage, d'humidité, de culture. En fait moi le gaillet il m'a servi à faire des couronnes autour de mes plants cette année. Et ça évite que les limaces n'aillent manger mes plants. Donc comme il y a du gaillet qui pousse, je m'en sers pour pouvoir justement en faire une force plutôt qu'une faiblesse, une contrainte. Pareil pour l'ortie qui permettra de faire du purin par exemple ou d'enrichir le sol. Ou même de la manger. Même on de peut la manger l'ortie. Exactement. Alors ici il y a pas mal de nichoirs dans votre jardin. Parce qu'ils n'ont pas tous la même forme. Comment vous les avez installés? Ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la vocation d'attirer les mêmes espèces. Ici, on a une ouverture qui est suffisamment grande qui va permettre à la chouette chevêche de venir s'y placer. Ouais. Donc en fait, les nichoirs vont permettre aux espèces qui normalement, naturellement vivent dans les cavités, donc les espèces qu'on appelle cavernicoles, de venir y nicher. Donc c'est un apport supplémentaire. L'idéal, ce serait d'avoir des arbres creux qu'on va conserver, des vieilles arbres par exemple. Mais voilà, on n'a pas toujours ça chez soi. Ouais, exactement. On peut placer des nichoirs, que ce soit sur les arbres ou quand on n'a pas la chance d'avoir des nichoirs sur un poteau, tout simplement. Vous avez des accenteurs mouchés, on entend le grimpero qui chante juste autour. Et donc on a diversifié nos nichoirs aussi. Là c'est un nichoir à chouette chevêche. Vous avez des nichoirs à mésange charbonnière, à mésange bleu, à moineau, des gîtes à chauve-souris. Donc l'idée c'est aussi de diversifier les différents types de nichoirs pour qu'on ait un maximum d'espèces qui viennent y nicher. Parlez-nous de cet espace alors ici, entouré de haies. On l'appelle avec ma fille le parcours de l'aventure. Oui. Parce que on arrive dans un endroit où l'herbe va volontairement pouvoir se développer et pousser. Donc elle va arriver
pour nous, on reste sur un niveau qui est assez bas, mais pour un enfant de 2 ans et demi, c'est vite l'aventure. Ouais. Donc on y laisse des tas de bois, on a les fruitiers. Ici, on a un petit coin avec des noisetiers. Donc là, c'est le coin des noisetiers. Et donc on laisse cet espace pousser pour que les insectes, notamment lorsqu'il fera beau, on commencera à entendre les criquets, les sauterelles qui viendront, j'ai envie de dire, jouer de leur mélodie parce que c'est très agréable de pouvoir les entendre dans le jardin en plein été. Et l'intérêt des haies principalement aussi? L'intérêt des haies, que ce soit un abri, parce que ça va permettre aux espèces, on parlait des oiseaux, mais on peut parler aussi du hérisson qui va chercher des endroits, des abris, et puis aussi un espace nourricier, parce que les arbres qu'on a placés sont des arbres qui vont être des arbres à baies. Donc des arbustes comme le cornouiller, le viornobier, les noisetiers, en fait, vont faire des petites baies en automne, et ces petites baies vont permettre aux oiseaux de se nourrir naturellement. Idem, là, on est dans un chemin que vous avez tondu, mais autour, c'est de la prairie. Donc vous avez fait ce choix aussi, du coup, de ne pas tout tondre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'on y retrouve, du coup, quand on laisse la nature pousser? Exactement. Au tout début, on avait vu un endroit qui était tondu, dans lequel on va pouvoir s'y développer. On va pouvoir, pourquoi pas, s'installer, imposer une tente, une table, pique-niquer. Et ici, c'est vraiment le chemin où on laisse l'herbe pousser totalement autour. Les espèces fleuries vont s'y développer. Et on voit justement l'intérêt pour des insectes. Ici, vous avez un petit aigrillon élégant qui est en train qui s'est posé sur une des branches. Oui. Donc là, les insectes vont pouvoir y trouver leur bonheur, que ce soit les libellules, les coccinelles, les papillons. Et puis après, on va pouvoir aussi participer à des programmes de sciences participatives, que ce soit pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on abrite chez nous, qui vient s'y réfugier, qui vient s'y nourrir. Comment on peut participer à ces programmes de sciences participatives? Alors tout simplement, notamment, on a un programme phare à l'époque qui s'appelle le comptage des oiseaux des jardins. Donc 2 fois par an, en janvier et au mois de mai, on peut se poser dans son jardin et compter pendant 1 heure les oiseaux qui viennent dans son jardin. Alors c'est pas compliqué, il suffit de savoir compter le nombre d'oiseaux maximum vus en même temps. Parfois les gens ont la crainte de dire mais il y en a tellement que je ne peux pas les compter, mais en fait il faut compter le nombre maximum vu en même temps. Ça évite de compter 5 fois le rouge-gorge qui était en fin de compte le même. D'accord, ok. Voilà, donc après on a des fiches de comptage, on a des posters et puis on observe simplement et on saisit les données sur un site internet qui est dédié et ces données elles sont renvoyées au Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est un partenariat que vous faites avec eux? Oui, c'est très important en fait d'avoir ces comptages-là parce que ça permet après d'avoir une vue d'ensemble. Si tout le monde le fait en même temps sur le même week-end en France, on peut commencer après avec des années de comptage bien sûr à avoir des tendances. C'est comme ça qu'on sait que le chardonneret, il y a moins 30% malheureusement, qu'il y a des espèces qui ont tendance à plus venir dans les jardins, d'autres qu'on voit de moins en moins. Et puis après de pouvoir avoir des programmes qui vont être dédiés un peu plus spécifiques à ces espèces. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes phares qui sont menées par la LPO pour justement repérer certaines espèces? Alors la principale c'est Oiseaux des jardins, mais après avec le muséum on a les comptages où on peut observer les insectes butineurs sur une plante. Donc là l'idée c'est d'observer une plante et de prendre en photo, d'identifier toutes les espèces qui vont venir butiner sur cette fleur. Et là on peut prendre en photo, automatiquement en fait on va avoir des conseils pour l'identification. On peut travailler sur Sauvages dans ma rue par exemple, où là c'est plus sur les plantes sauvages. Donc il y a plein de programmes et vraiment il ne faut pas hésiter à aller faire un tour sur le site du Muséum national d'histoire naturelle pour retrouver l'ensemble des programmes qui permettent de participer seul ou en famille. C'est aussi important de se dire que la nature, ce n'est pas une contrainte. C'est aussi un lieu où on se sent bien, c'est un lieu où on partage. C'est un lieu où on est vraiment dans l'accueil, que ce soit de la biodiversité, mais aussi des autres. Alors là, vous avez aussi un autre espace qui est celui pour vos poules. Oui. Quelle est l'utilité de la poule dans le jardin? Alors, la poule dans le jardin, déjà, elle va me permettre, elles vont me permettre, elles sont 3 ici dans le jardin, elles vont me permettre de récupérer la nourriture quand on a des restes de repas. Avant que ça n'aille au compost, elles sont prioritaires. Oui. Elles vont me donner des œufs également. Donc ce sont des poules de réforme qu'on a récupérées pour qu'elles puissent finir leur petite retraite tranquillement. Et les poules du coup présentes ici, elles vont aussi, ici elles ont l'accès sous la haie. Elles vont pouvoir gratter et désherber naturellement l'accès sous la haie. Et vous facilitez du coup ce travail. Exactement, de désherbage. On se rend service mutuellement. C'est ça. Vous avez aussi, je vois, un petit tas de bois. À quoi sert le tas de bois? Oui, ici on a un tas de bois, alors ça va pouvoir permettre aux insectes de se mettre pourquoi pas dedans en hiver, et donc on aura le troglodyte qui ensuite viendra sous la haie manger ces insectes en plein hiver, parce qu'il en aura besoin également. Mais c'est avant tout aussi un abri pour le hérisson. Le hérisson d'Europe qui est une espèce quand même qui décline de plus en plus. Donc lui, on sait qu'il mène de la vie dans le jardin parce qu'on le voit rarement
en pleine journée, et dans un sens tant mieux, c'est un animal qui est nocturne, mais on peut trouver des indices, comme par exemple des petites crottes, ou parfois au soir, si on sort, le voir sur la terrasse, en train de se nourrir. Il y a largement de quoi se nourrir, on n'a pas besoin de lui ajouter de la nourriture. Si on veut avoir du hérisson, autant avoir une prairie fleurie, un espace dans lequel il y aura des insectes, et il pourra être présent. Et qu'est-ce que permet le hérisson dans le jardin en fait? Oui. Il va me rendre un grand service aussi parce qu'il va pouvoir consommer des insectes, des limaces. Oui. Et dans le jardin, on apprécie peu les limaces. Surtout ces derniers temps. Voilà, surtout ces derniers temps. Donc le hérisson va pouvoir aussi réguler en fait. Tout se régule, c'est vraiment un système sur lequel chacun se rend service et il n'y a pas de prolifération, tout se contient. On parlait de la mare tout à l'heure, les gens peuvent avoir peur par exemple des insectes, des moustiques. On n'est pas envahi par les moustiques parce qu'on parlait tout à l'heure d'autres insectes, des libellules qui vont consommer les larves de moustiques. Mais les chauves-souris aussi chassent dans le jardin et vont pouvoir consommer les moustiques. Donc finalement tout se régule. Et vous avez un refuge à chauves-souris, c'est ça aussi? Oui, c'est vrai qu'on s'est déclaré refuge LPO mais aussi refuge chauve-souris. D'accord. Et par exemple sous les volets, eh bien, on peut observer les chauves-souris qui dorment la journée. Ouais. Donc là, par exemple, si vous regardez sur le côté, on voit qu'il y en a une qui est en train de dormir. Effectivement. Donc la journée, elles vont se reposer. Ah non, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Conserver les volets. Vous les ouvrez jamais en fait. Vous les fermez jamais en fait. D'accord, je les ferme jamais. Je leur laisse l'espace. Elles vont pouvoir venir. On reconnaît leur présence avec des petits indices. Ici, on a des crottes qu'on appelle du guano. D'accord. Et ce guano, quand on l'écrase, vous allez voir, ça part en poussière. Ah d'accord, ok. Parce que le régime alimentaire, c'est insectivore, une chauve-souris. C'est que la poussière. D'accord. Ça, c'est un excellent engrais. D'accord. Sur des plantes comme des géraniums. Donc ça, vous le réutilisez, vous, par exemple? Et ça, alors oui, vous le récupérez. C'est vrai qu'ici, il n'y en a que quelques-unes, donc je les laisse sur place. Mais je pourrais très bien mettre justement mon bac de fleurs juste en dessous, comme ça, je récupérerai le guano. Et outre cet engrais naturel, que permettent aussi les chauves-souris? La régulation d'insectes. Une chauve-souris, en moyenne, par nuit, c'est 3000 moustiques. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc en termes d'insecticides naturels, c'est très très bon. Aucune crainte. Alors, on dit 3000 moustiques parce qu'on pense souvent à la plus commune, qui est la pipistrelle. Mais il y a plusieurs espèces chez nous et chacun va aussi avoir un régime alimentaire particulier. Il y en a qui consomment plutôt des scarabées, il y en a qui consomment des papillons de nuit. Donc tout dépend de l'espèce. Et comment on fait si on n'a pas de volet du coup? Alors comment on fait si on n'a pas de volet? On n'a pas précisé, ce n'est pas des volets électriques, ce sont des volets en bois, mais comment on fait si on n'a pas de volet? On peut placer des gîtes à chauves-souris. D'accord, ok. On va pouvoir aller en voir un sur la façade de la maison, mais on peut passer on va dire un petit abri sur lequel on va avoir un espace par le dessous où la chauve-souris va pouvoir rentrer et puis passer la journée tranquillement en fait à l'abri. Et des chauves-souris, il y en a vraiment partout, c'est pas spécifique à un milieu particulier ou à côté de forêt. Je veux dire, même en ville, des gens peuvent avoir des chauves-souris. On a plusieurs espèces de chauves-souris, il y en a qui sont vraiment arboricoles, qui elles vont vraiment nicher, être présentes dans les arbres. Oui. C'est là où elles vivent en colonie, en période de reproduction. Mais par exemple, les mâles sont solitaires chez les chauves-souris et donc cherchent des gîtes. D'accord. Et dans nos maisons, on peut accueillir des chauves-souris, que ce soit sous les tuiles, dans la laine de verre. Ça ne ronge pas le bois, c'est totalement inoffensif. Et là, vous avez un gîte. Donc souvent, ils sont foncés, noirs. Ça va permettre aussi de retenir la chaleur parce que notre chauve-souris, ce qu'elle veut, c'est une espèce de bulle de chaleur. D'accord. Donc elle va rentrer ici par le bas et puis elle va grimper et se positionner pour passer la journée tranquillement à l'intérieur. D'accord, ok. Et comment vous savez que vous en avez du coup? Je regarde les indices. Toujours. Soit je regarde les crottes, ou soit au soir, on se place et puis on voit si elles sortent. D'accord. On peut, si on est vraiment très curieux, regarder par-dessous pour voir si elles sont présentes. Et où est-ce qu'on peut se procurer tous ces gîtes qu'on peut constater dans votre jardin? Alors soit vous pouvez fabriquer vous-même, parce que ça peut très bien se fabriquer avec du bois sans souci. Donc si on a un petit peu bricoleur avec de récupération, on peut facilement faire des choses. Sinon, on a par exemple à la LPO, on a un catalogue qui s'appelle le catalogue de la boutique LPO, où on peut commander directement en ligne. Si on doit récapituler du coup les gestes principaux à mettre en place si on veut du coup un refuge LPO dans son jardin, est-ce que vous pouvez nous refaire du coup une petite synthèse? Oui, alors on peut y placer des aménagements comme des nichoirs, des mangeoires, ne nourrir, c'est important de le rappeler, les oiseaux qu'en hiver. On peut laisser des herbes qui vont pousser naturellement.
On a beaucoup entendu parler du mois de mai sans tonte par exemple. Oui, tout à fait. C'est important de laisser les plantes se développer. On peut y créer une mare, on peut laisser des espaces où les espèces vont pouvoir circuler facilement. C'est-à-dire que si vous clôturez votre jardin avec un grillage tout du long, le hérisson, vous avez peu de chances de le voir, bien qu'il puisse grimper quand même par-dessus. L'idée, c'est de laisser un espace en bas, un petit espace, un petit trou dans votre grillage qui permettra au hérisson de passer, mais qui ne permettra pas à votre chien, par exemple, de se sauver. Donc ça peut être important. On limite son emprise sur le sol, c'est-à-dire qu'on évite de tout bétonner. On va plutôt utiliser des systèmes qui vont être drainants dans le sol. Et puis après, les éco-gestes aussi sont importants. Les bacs de récupération d'eau de pluie, le compost, ça, ce sont des actions qu'on peut facilement mettre en place. Et comment on peut changer la conscience chez les gens en fait c'est vrai qu'on a un peu une image du jardin un peu propre, bien tondu. J'attendais que vous me disiez ce terme de propre. Moi, je parle de jardin vivant. Voilà. C'est vrai qu'un jardin qui est souvent propre, c'est un jardin dans lequel il y a peu de vie, qui peut se développer. Donc l'idée, c'est de laisser un espace qui va être vivant. On va laisser pousser. On parle des fois de jardin punk, parce qu'on voit que ça pousse un petit peu dans tous les sens. Donc c'est juste en fait changer notre regard sur le vivant. Le vivant, c'est pas quelque chose de rat, c'est pas quelque chose qui nous appartient égoïstement un petit peu. C'est vraiment on cohabite, on laisse pousser et on laisse vivre autour de nous. En quoi ces actions, elles peuvent vraiment aider à agir pour la biodiversité? Parce que ça paraît parfois anecdotique en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment on peut, le fait qu'on agisse à notre échelle puisse avoir une action plus globale? Parce que souvent on entend parler de réserves naturelles et on se dit il y a des réserves naturelles, il y a des endroits où on préserve la biodiversité. Mais l'idée c'est de se dire que chacun chez nous, on peut mettre en place des actions et si on est des milliers à le faire, c'est important. Entre deux réserves naturelles, mine de rien, il faut quand même que les espèces elles puissent se déplacer. Et si on est plusieurs à créer comme ça un petit bout de chemin, on parle de pas japonais en fait, la biodiversité elle peut quand même se déplacer d'un point A, d'un point B sans difficulté. Donc il n'y a pas de petites actions si on est nombreux à le faire. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 62 Pulsations, un podcast du département du Pas-de-Calais. Abonnez-vous pour découvrir ceux qui font battre le cœur du 62.